Alors, le 17 août 2026, le protocole d'accord de 60 jours entre les États-Unis et l'Iran a expiré. 60 jours de négociations, pas d'accord. Trump s'est tenu dans le bureau ovale et a dit aux journalistes que l'Iran voulait vraiment conclure un accord, mais n'accepterait pas les termes nécessaires. Et quels sont les termes nécessaires selon Trump? L'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires. C'est sa position déclarée. C'est ce qu'il veut que vous pensiez concernant l'enjeu de cette guerre. Et ce même jour, le 17 août, le même jour, le président du Parlement iranien et négociateur en chef, Mohammad Bagher Ghalibaf, a publié sur X ce que l'Iran exige réellement avant que le détroit d'Ormuz ne rouvre. Et je veux que vous écoutiez attentivement ces 4 conditions, parce qu'elles révèlent quelque chose d'absolument critique sur pourquoi ce conflit ne peut pas se résoudre. Condition 1. Les États-Unis doivent lever complètement leur blocus naval des ports iraniens. Condition 2. Tous les avoirs iraniens gelés doivent être libérés immédiatement. Condition 3. Toutes les sanctions pétrolières doivent être levées. Condition 4. Toutes les opérations militaires américaines contre l'Iran, sur tous les fronts, doivent cesser entièrement. Voyez-vous l'écart? Trump négocie sur les armes nucléaires. L'Iran négocie sur le blocus, l'argent, les sanctions et la présence militaire. Ces 2 gouvernements ne négocient pas réellement l'un avec l'autre. Ils jouent pour leurs publics intérieurs respectifs. Ils ont 2 conversations complètement différentes et appellent ça de la diplomatie. Et un ancien haut diplomate américain, un homme nommé Alan Hare, qui faisait partie de l'équipe de négociation américaine réelle pour l'accord nucléaire iranien de 2015, a dit devant caméra cette semaine quelque chose que je considère comme l'une des évaluations les plus honnêtes que j'ai entendues de la part de quelqu'un de l'establishment de politique étrangère américain. Il a dit, et je le cite, « Trump ne peut pas escalader, parce que s'il le fait, l'Iran ripostera par une contre-escalade contre l'infrastructure énergétique du Golfe. » Et ça, c'est quelque chose qu'il n'est pas prêt à accepter. Mais même s'il voulait s'en aller, il ne peut pas. Ce n'est pas une affaire commerciale. On ne peut pas déclarer faillite et passer à autre chose. Ça ne va pas ouvrir le détroit. Réfléchissez à ce qu'il dit. L'armée la plus puissante sur Terre, des groupes aéronavals, des missiles Tomahawk, 22,9 milliards de dollars de nouveaux contrats Raytheon signés la semaine dernière, juste pour reconstituer les armes qu'ils ont déjà brûlées. L'USS Abraham Lincoln flotte dans le golfe Persique depuis 9 mois. L'équipage développe une dépression psychologique documentée. Des sénateurs passent à la télévision pour dire que cette guerre ne rend pas l'Amérique plus sûre. Et leur propre ancien diplomate dit officiellement que le président est piégé. Il ne peut pas avancer. Il ne peut pas reculer. Maintenant, voici quelque chose que je considère encore plus révélateur que cette déclaration. Le 18 août, Trump a publié une carte sur Truth Social, sa plateforme de réseaux sociaux, désignant officiellement le détroit d'Ormuz comme nouveau territoire américain. Il a écrit que le détroit est, je cite, « ouvert et fonctionne normalement, toutes les mines déminées ou détonnées ». Il a dit que le blocus naval est pleinement en vigueur. Il a dit qu'il n'y a aucune négociation en cours ou prévue. C'est un homme affirmant une domination totale sur une étendue d'eau. Ce même jour où ce post est passé en ligne, Fars News, lié à l'IRGC, a rapporté que l'Iran avait saisi le pétrolier Amara, un navire battant pavillon émirati, près de l'île de Kish, dans le détroit, pour ne pas avoir suivi la route maritime désignée. Et un second navire, le Minoan Dignity, a pris feu en transitant des eaux près d'Ormuz. Un marin a été tué. Trump dit que le détroit est ouvert. Toutes les mines déminées, tout va bien. L'Iran saisit un pétrolier et tue un marin le même jour. Quelqu'un ne dit pas la vérité sur qui contrôle le détroit d'Ormuz. Et je pense que quand vous regardez ce que l'Iran a réellement construit pendant ces 60 jours de cessez-le-feu, la réponse devient très inconfortable pour Washington. Pendant cette période de pause, pendant que tout le monde célébrait ce qu'ils appelaient la désescalade, l'Iran ne se reposait pas un seul jour. Les commandants de l'IRGC ont utilisé ces 60 jours pour augmenter dramatiquement la production de missiles et de drones. Ils ont élargi l'autorité de commandement direct de l'IRGC sur l'armée conventionnelle iranienne, consolidant la chaîne de commandement pour les opérations en temps de guerre. Ils ont dépêché des conseillers de la force Quds en Irak, au Yémen et au Liban pour coordonner des scénarios de bataille multifronts avec le Hezbollah, les forces Houthis au Yémen et les milices mandataires irakiennes. Ils ont prépositionné des systèmes d'armes autour du détroit lui-même, des mines navales, des missiles anti-navires côtiers, des essaims de drones. Et voici ce que je trouve le plus révélateur stratégiquement. Des responsables iraniens ont confirmé au Wall Street Journal que l'IRGC a achevé la planification de ce que j'appellerais leur paquet d'escalade asymétrique. Ça inclut des scénarios pour couper les câbles à fibre optique sous-marins sur le fond du golfe Persique.
Les câbles physiques qui transportent une part significative du trafic Internet mondial. Ça inclut l'activation de communautés chiites à l'intérieur du Koweït et de Bahreïn pour générer des troubles civils de l'intérieur, derrière les lignes des alliés américains. Ça inclut des scénarios modélisés pour des opérations terrestres directes en territoire koweïtien si la situation escalade au-delà d'un certain seuil. Et voici celui qui reçoit, à mon avis, le moins d'attention. L'Iran a nommé un homme du nom de Hossein Taeb comme commandant de la force paramilitaire Basij. Taeb est l'ancien chef du renseignement de l'IRGC. C'est l'une des figures de sécurité intérieure les plus craintes de l'État iranien. Sa nomination pour commander le Basij signifie une chose avec une clarté absolue. Les partisans de la ligne dure à Téhéran se préparent à verrouiller le front intérieur, à supprimer toute dissidence domestique pour que l'IRGC puisse combattre vers l'extérieur sur tous les fronts sans regarder par-dessus son épaule. Ce n'est pas un pays en train de perdre, c'est un pays qui a utilisé un cessez-le-feu pour se préparer à la phase suivante. Et je veux que vous gardiez ce tableau en tête pendant qu'on approfondit. Maintenant, les États-Unis sont diplomatiquement piégés. L'Iran est militairement préparé. Le détroit n'est pas ouvert, peu importe ce que dit une carte sur Truth Social. Et voici la question sur laquelle je reviens sans cesse, la question que je considère la plus importante de la géopolitique contemporaine en ce moment. Pourquoi les États arabes sont-ils majoritairement silencieux? L'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Ce sont des pays dont tout le modèle économique dépend des exportations pétrolières transitant par Hormuz. Ce sont des pays qui ont tout à perdre d'une fermeture prolongée. Et pourtant, ils n'appliquent pas une pression diplomatique maximale sur les deux camps pour forcer une résolution. Ils ne mènent pas une initiative d'urgence du Conseil de coopération du Golfe. Ils gèrent la situation tranquillement, publiant des déclarations prudentes, essayant de ne pas se salir les mains. Pourquoi ? Je vais répondre à cette question. Mais d'abord, je dois vous montrer un document. Laissez-moi vous ramener à 1996. Un document a été publié appelé « A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm ». Une rupture nette, une nouvelle stratégie pour sécuriser le royaume. Il a été commandé spécifiquement pour le premier mandat de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre d'Israël. L'auteur principal était Richard Perle, qui était à l'époque président du Defense Policy Board à Washington. Les autres auteurs principaux incluaient Douglas Feith et un homme nommé David Wurmser. Je veux que vous reteniez ce nom, David Wurmser, parce que ce nom va réapparaître dans un instant d'une manière qui, je pense, vous fera tomber la mâchoire. Clean Break avançait 4 arguments centraux. Premièrement, abandonner entièrement le processus de paix d'Oslo. Plus de terre contre paix. Le remplacer par paix contre paix. Ce qui signifie qu'Israël ne fait aucune concession territoriale à personne. Jamais. La paix n'est étendue que depuis une position de force supérieure. Deuxièmement, ne pas attendre d'être attaqué. Déstabiliser les États voisins hostiles. La Syrie, l'Irak, l'Iran, le Liban, via des frappes préventives et la guerre par procuration. Commencer par l'Irak. Éliminer Saddam Hussein. Utiliser ça comme le premier coup dans une restructuration régionale sur plusieurs décennies. Troisièmement, éliminer le levier américain sur Israël en mettant fin à l'aide financière directe des États-Unis. Tant que l'Amérique finance Israël, l'Amérique peut faire pression sur Israël. Coupez la dépendance au financement et vous coupez la laisse. Ce processus, d'ailleurs, a été achevé d'ici 2007. Et quatrièmement, recadrer tout le conflit du Moyen-Orient comme un choc des civilisations. Israël comme le défenseur essentiel de première ligne des valeurs occidentales contre une menace islamiste existentielle. Rendre ce cadrage si puissant, si ancré dans la culture politique américaine, qu'abandonner Israël devient politiquement équivalent à trahir la civilisation occidentale elle-même. Maintenant, je veux que vous avanciez exactement de 30 ans, jusqu'en 2026. David Wurmser, le même David Wurmser qui a aidé à écrire Clean Break pour Netanyahou en 1996, coécrit un nouveau document stratégique. Il s'appelle Israël 2048, un plan pour une puissance géopolitique asymétrique montante. 30 ans plus tard, même auteur. Et que dit Israël 2048 ? Il dit qu'Israël devrait avoir le droit unilatéral de lancer ce qu'il appelle des guerres préventives. Pas des guerres défensives, pas des guerres réactives, des guerres préventives, contre tout rival qui pourrait menacer la domination régionale israélienne à l'avenir. Ça inclut la Turquie, ça inclut l'Égypte, ça inclut l'Iran, sans nécessiter l'approbation de Washington, sans être contraint par le droit international. Il argue que la technologie de défense israélienne devrait être si profondément intégrée dans la chaîne d'approvisionnement du Pentagone via le co-développement de systèmes d'armes IA, d'armes à énergie dirigée comme le laser Iron Beam, de technologie quantique, que l'armée américaine devienne structurellement dépendante de l'innovation israélienne,
rendant politiquement et pratiquement impossible pour le Congrès d'utiliser les embargos d'armes comme levier sur le comportement israélien. Et il décrit Gaza dans un langage que j'ai trouvé sincèrement frappant quand je l'ai lu pour la première fois, comme un laboratoire de test, un environnement en direct pour développer et valider des technologies de surveillance et des systèmes d'armes autonomes qui alimenteront la domination géopolitique israélienne à travers le milieu de ce siècle. 30 ans, même auteur, même logique, même destination. Les tactiques ont évolué des guerres par procuration à l'intégration technologique. Mais le point final n'a jamais changé. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que ce point final exige. Et je veux être très précis ici, parce que c'est là que l'analyse devient inconfortable pour les gens. L'objectif stratégique documenté d'Israël, énoncé dans Clean Break, réaffirmé dans Israël 2048, est la domination régionale du Jourdain à l'Euphrate, le projet du Grand Israël. Avant que vous ne rejetiez ça comme un langage conspirationniste, je veux vous rappeler que c'est le langage des documents eux-mêmes. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les mots des hommes qui ont ensuite dirigé l'appareil de sécurité nationale américain sous George W. Bush. Maintenant, qui se dresse sur le chemin de cet objectif? Pas l'Iran seul. L'Iran est puissant, mais l'Iran peut être dégradé par une pression militaire et économique soutenue. Le véritable obstacle structurel, la chose qui empêche réellement la carte d'être redessinée, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que l'Amérique est le garant de sécurité de l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis. Tant que le parapluie militaire de l'Amérique est ouvert sur le monde arabe, ces États sont protégés. Et tant que ces États sont protégés, le Moyen-Orient ne peut pas être unilatéralement restructuré par une seule puissance. Ce parapluie est le verrou sur la porte. Donc, la logique, et c'est de la théorie des jeux froides, rien de personnel, rien d'idéologique, un calcul stratégique pur, la logique du projet du Grand Israël exige deux choses. Premièrement, détruire l'Iran comme puissance militaire régionale. Éliminer le seul État avec à la fois l'idéologie et la capacité de résister militairement à l'expansion israélienne. Deuxièmement, épuiser les États-Unis militairement, financièrement, politiquement, en termes de confiance de ses alliés, jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se retirer de la région. Quand les deux se produisent simultanément, voici ce qui reste. L'Iran est détruit, l'Amérique s'est retirée, les États arabes n'ont pas de parapluie de sécurité, la Chine se concentre sur Taïwan, la Russie est épuisée par l'Ukraine, et Israël, armé de la technologie de surveillance IA la plus sophistiquée sur Terre, éprouvé au combat à Gaza, si profondément intégré dans le complexe militaro-industriel américain qu'il ne peut effectivement pas être sanctionné, est la dernière nation debout. Maintenant, comment épuisez-vous les États-Unis? Vous les poussez vers des guerres qu'ils ne peuvent pas gagner rapidement. Des guerres où la victoire est déclarée, mais où la situation ne se résout pas. Vous fracturez ses alliances. Vous épuisez son trésor. Vous brisez la confiance de ses amis. Et quand l'opinion publique intérieure se retourne contre la guerre, comme elle le fait toujours dans les guerres longues, le retrait devient politiquement inévitable. Et la situation avec la Corée du Sud est, je dois le dire, la preuve la plus élégante de ce mécanisme que j'ai vu dans ma carrière d'étude de la géopolitique. Parce que ce qui s'est passé avec la Corée du Sud la semaine dernière n'est pas juste un différend bilatéral. C'est un problème de théorie des jeux. Et quand vous le voyez clairement, ça vous coupe le souffle. Le 16 août, Trump a ordonné au Pentagone de réduire substantiellement les exercices Freedom Shield, l'exercice militaire conjoint le plus important que l'Amérique mène avec la Corée du Sud chaque année. L'exercice est spécifiquement conçu pour répéter la défense combinée de la péninsule coréenne contre l'agression nord-coréenne. Trump a fait ça parce que le président sud-coréen Lee Jae-myung a dit, et j'adore ce détail, il a dit « non merci » à rejoindre la coalition anti-Iran. Comme ça, non merci. Maintenant, voici ce que je veux que vous compreniez, et c'est l'idée de théorie des jeux que presque personne ne présente dans la couverture médiatique grand public de cette histoire. Peu importe comment la Corée du Sud répond, la pression a été construite de sorte que Washington bénéficie de chaque réponse. Si Séoul refuse de rejoindre la guerre en Iran, ce qui s'est passé, Trump utilise ce refus comme justification pour couper les exercices militaires, économisant des sommes énormes de dépenses de défense américaines. Il crée un prétexte pour retirer les groupes aéronavals américains du Pacifique vers le Moyen-Orient, ce qu'il devait faire de toute façon parce que l'USS Abraham Lincoln devait être relevé. Il crée un levier financier pour presser Séoul à accélérer son engagement d'investissement de 350 milliards de dollars envers l'industrie américaine. Un analyste a décrit ça comme Trump essayant de toucher 3 cibles avec une flèche. Et elle avait raison. Mais maintenant, réfléchissez à l'autre branche. Si Séoul avait dit oui, si la Corée du Sud avait accepté de rejoindre la coalition anti-Iran, voici ce que ça livre.
La capacité de construction navale de classe mondiale de la Corée du Sud s'intègre dans la chaîne d'approvisionnement militaire États-Unis-Israël. La technologie des semi-conducteurs de la Corée du Sud, sans doute la capacité de fabrication la plus stratégiquement importante sur Terre en ce moment, se verrouille dans le cadre de défense intégrée Sionisme 2.0 que décrit Israël 2048. La guerre devient plus internationalisée, plus légitimée, les coûts sont partagés plus largement. Un autre allié sophistiqué se lie à la structure. Les deux réponses servent le plan, et ce n'est pas de l'improvisation. Israël 2048 est explicite là-dessus. Le document appelle à une intégration technologique de défense si profonde, IA, énergie dirigée, système quantique, que le Pentagone devienne structurellement dépendant du réseau Cancre-Israël. Les semi-conducteurs et la capacité de construction navale de la Corée du Sud sont précisément ce dont cette doctrine d'intégration a besoin. Si Séoul dit oui, le réseau gagne son partenaire technologique le plus stratégiquement important en dehors d'Israël lui-même. Si Séoul dit non, le retrait de la dissuasion américaine du Pacifique s'accélère. Et ce retrait est exactement ce qu'exige le projet du Grand Israël. Et puis, il y a une troisième couche à ça. Une couche qui passe par Moscou et se termine à Bruxelles. Quand Trump coupe les exercices Freedom Shield, qui en bénéficie immédiatement? Pas juste la politique intérieure de Séoul. Le bénéficiaire stratégique immédiat, c'est Kim Jong-un. Parce qu'une pression militaire américaine réduite autour de la péninsule coréenne signifie que la Corée du Nord peut allouer plus librement ses ressources militaires ailleurs. Et la Corée du Nord envoie déjà des troupes en Ukraine. Entre 14 000 et 15 000 soldats d'élite déployés sur le front de Koursk. Des millions d'obus d'artillerie, des unités spécialisées de missiles balistiques envoyées à Voronej. Et le président ukrainien Zelensky avertit que Pyongyang se prépare à envoyer 30 000 à 50 000 soldats supplémentaires. Alors, suivez cette chaîne. Trump fait pression sur la Corée du Sud, réduit les exercices militaires, allège la pression sur la Corée du Nord. La Corée du Nord envoie plus de troupes expérimentées au combat en Europe pour soutenir Poutine. La Russie tient ses lignes en Ukraine plus efficacement. L'Ukraine ne peut pas gagner sans que l'Europe ne double son engagement de défense. Les gouvernements européens sont forcés de dépenser plus, de s'engager plus, d'épuiser leur propre trésor, d'épuiser leur propre capital politique. Et quand l'Europe est épuisée à soutenir l'Ukraine, quand le public européen est fatigué et que les gouvernements européens sont fauchés, l'alliance de l'OTAN commence à se fracturer de l'intérieur. Et une OTAN fracturée ne peut pas projeter une pression unifiée sur Israël, ne peut pas coordonner une réponse significative à l'aventurisme au Moyen-Orient, ne peut pas servir de contrepoids multilatéral du genre qu'Israël 2048 décrit explicitement comme un obstacle à sa vision de la suprématie régionale israélienne. C'est l'effet papillon de ce simple post sur les réseaux sociaux concernant les exercices militaires en Corée du Sud. Et ce n'est pas accidentel. Maintenant, j'ai dit que je répondrais à la question sur le silence arabe. Et je veux être honnête avec vous. C'est la partie de l'analyse où je sais que je vais perdre certains d'entre vous. Parce que ce que je m'apprête à décrire n'est pas confortable. Mais je pense que les preuves le soutiennent. Et je pense que vous méritez de l'entendre. Beaucoup de gouvernements arabes ne sont pas des acteurs entièrement indépendants sur cette question. Ce sont des acteurs gérés, et le mécanisme de gestion opère à travers deux canaux simultanément. L'un est coercitif, et l'autre est ce que j'appellerais le paquet d'assurance de survie. Sur le côté coercitif, le renseignement. Le Mossad, le service de renseignement extérieur d'Israël, est extraordinairement sophistiqué dans la collecte d'informations compromettantes sur les dirigeants étrangers. Des dossiers financiers de comptes offshore, des communications, le genre de matériel qui met fin à des carrières politiques et déclenche des poursuites internationales. Les dirigeants arabes qui ont accumulé une richesse personnelle par la corruption sont extrêmement vulnérables à ce genre de levier. Et quand vous êtes vulnérable à ce genre de levier, vos choix de politique étrangère ne vous appartiennent pas entièrement. Mais voici l'autre canal, celui que je considère en fait plus important. Parce que le pur chantage est instable, la personne faisant l'objet du chantage cherche toujours une sortie. Ce qui rend ce système durable, c'est que le réseau fournit quelque chose de précieux en retour. Il aide les dirigeants arabes à déplacer leur argent en sécurité, des comptes offshore, de l'immobilier européen, des actifs détenus dans des juridictions que les dirigeants eux-mêmes ne contrôlent pas, mais auxquels le réseau peut accéder. Ils s'assurent que leurs enfants étudient dans des universités à Londres, Genève, New York, en sécurité, établies, avec les bonnes connexions pour une vie confortable après la fin du régime de leur père. Il fournit des arrangements de sécurité discrets. Il fournit l'infrastructure d'une sortie digne. Et en échange de ce paquet d'assurance de survie, ces dirigeants coopèrent.
il ne s'oppose pas publiquement à la campagne anti-Iran. Il ne mène pas d'efforts diplomatiques significatifs pour arrêter une guerre qui dévaste économiquement leur région. Il facilite tranquillement. Il publie des déclarations prudentes. Il gère la situation de manière qui serve la restructuration à long terme du Moyen-Orient sans paraître le faire. Et c'est précisément pourquoi les opérations sous fausse bannière sont si importantes pour le mécanisme. Le 17 août, une attaque de drone a frappé les bureaux du gouvernement régional kurde à Erbil, dans le nord de l'Irak. L'Iran a immédiatement nié toute responsabilité et l'a qualifié de fausse bannière, un incident mis en scène par les États-Unis et Israël, conçu pour empoisonner l'opinion arabe contre Téhéran. Le lendemain, 18 août, les Émirats arabes unis ont affirmé que l'Iran avait tiré 2 missiles balistiques vers ses eaux territoriales, l'un tombant à l'extérieur, l'autre à l'intérieur. L'Iran a également démenti ça. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a qualifié ça de non fondé et a cité, et ce sont ses mots exacts, les complexités existantes causées par la malice continue de l'Amérique et du régime sioniste, et particulièrement le bilan de nombreuses opérations sous fausse bannière dans la région. Maintenant, écoutez, je ne vous dis pas que les démentis de l'Iran sont exacts. Je ne sais sincèrement pas si ces incidents spécifiques étaient mis en scène ou réels. C'est une question empirique séparée qui nécessite un accès à du renseignement que je n'ai pas. Ce que je vous demande d'observer, c'est la fonction de ces événements, indépendamment de leur origine. Chaque attaque iranienne alléguée sur un territoire arabe, chaque incident qui génère de l'alarme dans les capitales du Golfe, donne aux dirigeants arabes une justification domestique pour se rapprocher de la coalition anti-Iran. Ça leur donne une couverture. Ça fait paraître leur coopération défensive plutôt que transactionnelle. Ça fait paraître la trahison de leur région comme de la légitime défense. Et chaque État arabe qui brûle son pont avec l'Iran, comme les Émirats arabes unis l'ont fait le 18 août, suspendant tout commerce et transactions financières avec Téhéran, est un État de plus qui n'aura personne vers qui se tourner quand l'Amérique partira finalement. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous pensez, professeur, c'est une affirmation extraordinaire. Vous attribuez une coordination et une prévoyance extraordinaire à un nombre relativement restreint d'acteurs. N'est-ce pas juste de la pensée conspirationniste habillée en langage académique? Et je veux prendre cette objection au sérieux, parce que c'est une objection équitable. Le contre-argument va comme ceci. Israël ne contrôle pas la politique étrangère américaine. La guerre de 2026 a été motivée par les besoins politiques intérieurs de Trump, par le procès pour corruption de Netanyahou, qui disparaît commodément en temps de guerre, par des commandants de l'IRGC qui ont mal calculé et pensé que la détermination américaine s'effondrerait rapidement. La même erreur que Saddam Hussein a commise, la même erreur que Kadhafi a commise. L'histoire est chaotique. Il n'y a pas de maître du jeu d'échecs, seulement des êtres humains prenant des décisions imparfaites en temps réel. C'est un argument sérieux, et je le respecte. Mais voici les preuves que je veux que vous pesiez contre lui. Richard Perle, qui a écrit Clean Break pour Netanyahou en 1996 et a spécifiquement appelé au renversement de Saddam Hussein, est devenu président du Defense Policy Board sous George W. Bush et a été l'un des principaux architectes intellectuels de l'invasion de l'Irak de 2003. Le premier domino de la feuille de route de Clean Break, achevé par les propres auteurs du document. Douglas Feith, un autre auteur de Clean Break, est devenu sous-secrétaire à la défense pour la politique sous le secrétaire Rumsfeld. Il a personnellement dirigé le bureau des plans spéciaux, l'unité de renseignement qui a sélectionné, amplifié et présenté les preuves d'armes de destruction massive qui ont donné à la guerre en Irak sa justification. David Wurmser, qui a écrit Clean Break en 1996 et Israël 2048 en 2026, a servi comme conseiller Moyen-Orient du vice-président Dick Cheney pendant la période de la guerre en Irak. Les mêmes hommes qui ont écrit un plan stratégique pour un premier ministre israélien en 1996 ont été subséquemment nommés aux postes gouvernementaux américains supérieurs nécessaires pour exécuter la première phase de ce plan. Ce n'est pas de la spéculation, c'est un historique de carrière documenté que vous pouvez vérifier sur Wikipédia dès maintenant. Et le Quincy Institute for Responsible Statecraft, un think tank de politique étrangère américain, pas une organisation marginale, a publié une analyse en 2026 notant, et je vais citer ça directement, que l'opinion publique américaine remet de plus en plus en question si Israël a manipulé ou instrumentalisé les États-Unis dans une guerre qui ne sert pas les intérêts nationaux américains. C'est un think tank grand public américain utilisant le mot « manipuler ». Je ne vous demande pas d'adopter la version la plus extrême de cette thèse. Je vous demande de garder cette question ouverte avec honnêteté intellectuelle. Si un groupe de personnes a publié un plan stratégique de 30 ans en 1996 et que les hommes qui ont écrit ce plan ont été nommés aux postes nécessaires pour l'exécuter,
et que la première phase a été achevée exactement comme documenté, et que la deuxième phase se déroule en ce moment même, à quel moment la théorie du complot devient-elle une stratégie qui a fonctionné? C'est la question. Et je ne pense pas qu'il y ait de réponse nette. Je pense que vous devez vous asseoir avec l'inconfort de cette question. Alors, que se passe-t-il ensuite? Que devriez-vous réellement surveiller? Parce que je pense que la chose la plus utile que je puisse faire pour vous, c'est vous donner des signaux, des choses concrètes et observables qui vous diront si cette analyse est correcte. Surveillez le prochain incident sous fausse bannière dans le Golfe. Le schéma des 17 et 18 août se répétera. Surveillez les incidents qui donnent aux États arabes une justification domestique pour rejoindre formellement la coalition de sécurité anti-Iran. Surveillez Bahreïn en particulier, un pays à majorité chiite, gouverné par une monarchie sunnite, qui se trouve directement en face d'une bande d'eau étroite de l'Iran. Surveillez le Koweït. Surveillez si l'Arabie saoudite finit par faire une demande de sécurité formelle qui lie de manière permanente Riyad à l'axe militaire américano-israélien. Chaque État arabe qui rompt formellement avec Téhéran est un État de moins qui peut servir de pont diplomatique dans le règlement d'après-guerre. Et moins de ponts diplomatiques signifie plus de leviers pour la dernière nation debout. Surveillez l'escalade asymétrique de l'Iran, parce qu'elle ne sera pas conventionnelle. Quand l'Iran bougera, ça ne sera pas des colonnes de chars ou des avions de chasse. Surveillez le détroit d'Ormuz lui-même pour plus de saisies de pétroliers. Mais aussi, et c'est celui qui empêche les analystes sérieux de dormir la nuit, surveillez les perturbations de l'infrastructure Internet sous-marine dans la région du Golfe. Si ces câbles s'éteignent, la perturbation des communications mondiales serait disproportionnée par rapport à toute réponse militaire que les États-Unis pourraient justifier. C'est une arme qui coûte très peu à l'Iran et coûte énormément à l'économie mondiale. Et surveillez les indicateurs internes en Iran, spécifiquement la mobilisation du Basij. Quand l'appareil de sécurité intérieure de Hossein Taeb est visiblement déployé à grande échelle, ça signifie que le leadership a décidé que l'offensive extérieure arrive et qu'il verrouille le front intérieur. Premièrement, surveillez la péninsule coréenne. La visite de 48 heures de Wang Yi à Séoul, qui s'est produite dans les 2 jours suivant l'humiliation publique de la Corée du Sud par Trump concernant les coupes d'exercices militaires, était un mouvement stratégique d'une élégance considérable. La Chine offre exactement ce que Washington retire: la fiabilité, la stabilité et un partenariat qui n'est pas transactionnel. Surveillez si le gouvernement sud-coréen commence à faire des concessions technologiques à Pékin. Surveillez si l'Assemblée législative sud-coréenne fait avancer le débat sur une dissuasion nucléaire indépendante. Et surveillez simultanément les mouvements de troupes nord-coréennes vers l'Europe. Parce que si Pyongyang envoie les forces supplémentaires dont Zelensky avertit, vous saurez que le papillon coréen a battu des ailes et que la tempête européenne commence à se former. Surveillez la première capitulation arabe formelle. Surveillez le moment où un État du Golfe rejoint officiellement la coalition anti-Iran. Pas tranquillement, mais officiellement, publiquement. Ce moment sera précédé d'une provocation, réelle ou mise en scène, qui donne au gouvernement une couverture politique chez lui. La provocation sera cadrée comme de la légitime défense. Surveillez ça, parce que ce moment vous dira jusqu'où le réseau a réellement progressé sur la voie de la conformité arabe gérée. Surveillez le facteur anti-guerre américain. Le major Jason Watson, un officier de l'armée de l'air américaine en service actif, a été arrêté en juillet pour avoir publiquement protesté contre la guerre de Trump en Iran. Il est apparu sur CNN la semaine dernière et a dit qu'il était prêt à accepter une punition militaire. Quand des officiers en service se manifestent publiquement contre la guerre de leur propre gouvernement, vous observez une institution commencer à se fracturer de l'intérieur. Le sénateur Chuck Schumer a qualifié le protocole d'accord avec l'Iran d'un des plus grands fiascos de politique étrangère de l'histoire américaine. Le sénateur Chris Van Hollen a dit publiquement que cette guerre ne rend pas l'Amérique plus sûre. Ce ne sont pas des voix marginales. Surveillez le premier sénateur républicain senior, un sénateur avec une véritable base électorale, pas un canard boiteux, à rompre publiquement avec Trump sur l'Iran. C'est l'événement seuil. Quand il arrivera, l'arithmétique politique intérieure pour le retrait devient viable. Et c'est là que la fin de partie s'accélère. Et enfin, surveillez la route des glaces, parce que pendant que tout le monde regarde le détroit d'Ormuz, quelque chose de sincèrement historique se construit dans l'Arctique. Une compagnie de transport maritime chinoise appelée Sea Legend a lancé ce qu'elle appelle la route de la soie polaire, une nouvelle route commerciale maritime de Ningbo, en Chine, à travers le détroit de Bering, le long de la route maritime septentrionale russe, à travers l'Arctique, jusqu'au Royaume-Uni. Le temps de transit est de 18 à 21 jours. C'est la moitié du temps de la route du canal de Suez. Et toute la route passe par des eaux hors de portée de l'interdiction navale américaine.
L'Inde, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, les nations d'Asie du Sud-Est, le ministre du Développement de l'Extrême-Orient russe a annoncé la semaine dernière que l'intérêt pour la route maritime septentrionale croît rapidement parmi eux tous. Maintenant, réfléchissez à ce que ça signifie stratégiquement. Le système du pétrodollar, l'arrangement qui fait du dollar américain la monnaie de réserve mondiale, est construit sur le fait que le commerce énergétique mondial est libellé en dollars et transite par des points d'étranglement maritimes que l'Amérique contrôle. Si le commerce énergétique commence à circuler à travers un corridor arctique que l'Amérique ne peut pas intercepter, à travers des systèmes financiers construits par l'axe CRINC, la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, utilisant des transactions libellées en yuan et des monnaies numériques de banque centrale conçues pour contourner SWIFT, alors le fondement structurel de la puissance financière américaine commence à subir une pression. Pas du jour au lendemain, pas cette année, mais directionnellement. Et la direction est tout en géopolitique, parce que quand la direction change, les empires ne tombent pas en un jour. Ils dérivent. Ils se surextensionnent. Ils dépensent 22,9 milliards de dollars pour reconstituer des missiles. Ils mènent des guerres qu'ils ne peuvent pas gagner rapidement et ne peuvent pas quitter avec grâce. Ils perdent la confiance d'alliés qui ont passé des décennies à croire en leur fiabilité. Et puis un jour, pas avec fracas et pas nécessairement avec une annonce formelle, ils rentrent chez eux. Ils laissent un vide. Et la pièce que personne ne regardait s'avance dans ce vide et remodèle le monde. Écoutez, je veux conclure par quelque chose d'honnête. J'étudie la géopolitique depuis longtemps. J'ai été assis dans des pièces avec des gens qui prennent ces décisions et j'ai lu les documents qu'ils s'écrivent entre eux. Et la chose sur laquelle je reviens sans cesse, la chose que je considère sincèrement importante pour vous tous à comprendre, c'est que les événements les plus conséquents de l'histoire sont rarement ceux que le cycle d'actualité suit. Les événements les plus conséquents sont ceux qui se produisent de côté, dans le silence, pendant que l'attention de tout le monde est dirigée ailleurs. En ce moment, votre attention est sur Trump et l'Iran. Et oui, ça compte. Des vies sont perdues. Les marchés énergétiques sont perturbés. C'est réel et important. Mais l'histoire plus profonde, l'histoire de qui a conçu cette situation, qui bénéficie de sa persistance et qui se tiendra dans les décombres quand elle se résoudra enfin, cette histoire se cache à la vue de tous dans un document écrit en 1996, mis à jour en 2026, écrit par le même homme dans le même but, à travers 30 ans d'exécution stratégique patiente. La partie d'échec que vous regardez n'est pas entre Washington et Téhéran. Elle ne l'a jamais été. Le grand maître ne regarde jamais la pièce qui bouge. Il regarde la pièce qui ne bouge pas. Regardez la pièce qui ne bouge pas.